définition. Des questions d'interprétation. Interpréter, on vous dit relever une figure de style, dites. Le fait de relever, c'est identifié. Mais dites, vous interprétez. Et enfin, de plus en plus, il y a des questions de production. On vous dit, d'après vous, le poète a-t-il raison de? Ah, vous voyez. Eh bien, dans un, je l'ai vu, je pense, avec d'autres séries, souvent qu'on ne voit pas très souvent, des S1, A, S2, B, etc., des séries comme ça. On vous dit, dans un paragraphe argumentatif, montrer un peu le sentiment ressenti par le poète. Là, ce qu'on vise en réalité, c'est une occasion pour voir si le candidat maîtrise bien la langue française. Déjà, il a compris le texte, est-ce qu'il maîtrise? Donc, il doit produire. Lorsqu'on dit produire un paragraphe, ben, il y a ce qu'on attend de l'élève qu'il produise un texte cohérent, sans trop de fautes, etc., etc. Bien, donc, cette première question, cette question qu'on a l'habitude de voir, à quel genre littéraire appartient le texte? Il faut être très prudent. Regardez le texte. Ce n'est pas parce que ce texte est en vers que, obligatoirement, c'est un poème. Et ensuite, tout poème n'est pas forcément écrit en vers. Il y a des poèmes qui sont écrits en prose. Maintenant, pour identifier ces éléments-là, vous pouvez tenir compte de l'aspect visuel. Lorsqu'on regarde un texte, on voit ça, c'est un sonnet. On peut identifier le sonnet seulement par rapport à l'aspect visuel. On peut aussi identifier un texte par rapport à à la mise en page. Et aussi, il faut tenir compte du paratexte. Je ne sais pas si on va respecter ce qu'on avait dit par rapport au roman et à la poésie. Second tour, je ne sais pas, on peut bel et bien sortir une pièce de théâtre. Et vous posez des questions dessus. Ce n'est pas parce que la pièce de théâtre est écrite en prose que c'est forcément un roman. Regardez en bas. On vous dit, par exemple, l'exil d'Albury, tableau 4, etc. Scène. Le roman ne fonctionne pas par tableau 4, scène 5. Là, c'est le paratexte qui vous donne des informations. Il y a d'autres informations, bien évidemment. Donc, il faut être très vigilant par rapport à cette question-là. À quel genre littéraire? On parle de genre littéraire, on ne parle pas de courant, de genre littéraire. Ça peut être la poésie, ça peut être le roman, ça peut être une pièce de théâtre. Et parfois, on vous dit de justifier. Justifier que ce texte utilise des vers libres. Pourquoi? Je justifie parce que ce texte-là n'a pas les vers n'ont pas le même nombre de syllabes. Ensuite, le poète n'utilise pas des rimes. Alors que le vers fixe utilise des rimes et on a souvent le même nombre de syllabes. Donc, chers élèves, soyez attentifs par rapport à cette question-là. Regardez bien pour dire que ça c'est une fable. Pourquoi c'est une fable? Parce que on voit que déjà c'est un texte écrit en vers. Il y a dans le contenu, il y a une moralité. Ça peut être au début. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ça peut être à la fin. Le père voulait seulement leur montrer que le travail est un trésor. C'est différent du conte. Le conte est écrit en prose. C'était une fois un pauvre paysan qui vivait seul, donc c'est en prose. Il y a l'intervention maintenant aussi. Dans le conte et la fable, il y a l'intervention du merveilleux et tout ça. C'est des éléments qu'il faudrait évoquer si on vous demande de discuter. La versification maintenant. On vous interroge souvent sur la versification lorsqu'il s'agit d'un texte écrit en vers. Ça peut être vers fixe comme ça peut être vers libre. Les éléments qu'il faudrait analyser, c'est soit on vous demandera d'étudier le maître. C'est la même chose, faire de la scansion, etc. Quel nom porte le dernier vers? Si on dit quel nom porte, c'est pas une question où vous allez deviner. Une question où vous allez compter et dire on a un alexandrin, on a un décasyllabe. Donc, pour éviter certaines erreurs, n'hésitez pas à voir l'environnement du vers. Puisqu'un vers peut avoir une diérèse ou une sénèse, vous ne savez pas, mais regardez le vers qui est tout juste à côté. Qui n'a ni diérèse ni sénèse, vous comptez, vous êtes sûr que c'est 12. Là, donc, vous pouvez affirmer avec certitude que c'est 12. Là, j'ai perdu le partage. Donc, on peut vous interroger par rapport au rythme aussi, je pense que vous l'avez déjà maîtrisé, le rythme, et par rapport aux sonorités. Maintenant, pour les sonorités, n'oubliez pas que lorsqu'on vous demande de relever un phénomène sonore, allitération, assonance, et qu'on vous demande de justifier, la justification, c'est pas on a une allitération parce qu'on a répété la consonne re.
Il s'agit de dire pourquoi. Le long de la colline s'écoule l'eau, etc. Ou bien, voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale, allitération en le, qui suggère quoi? Qui suggère un peu le déclin, un peu, voilà, un peu là, donc c'est la lassitude si vous voulez, parce que la lune est personnifiée. Donc, essayez de trouver le pourquoi. Le comment souvent n'est pas intéressant parce que dès qu'on vous dit c'est quoi, vous dites que c'est une altération, vous avez dit le quoi. C'est une altération. Donc, diérèse et synérèse aussi, faites attention, c'est l'environnement du verbe qui va vous permettre de savoir que ça c'est une diérèse, ça c'est une synérèse. Bien, les figures de style. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les figures de style, il faudrait les apprendre, les maîtriser et pouvoir être en mesure de repérer et d'interpréter. Maintenant, ça dépend des types de questions. Une question peut tellement, pour faciliter la tâche, vous dire à quoi servent ces anaphores dans ce texte. Là, on a identifié. Vous devez maintenant, anaphore figure d'amplification qui répète, on répète. Si on répète quelque chose, forcément, on va insister. On va insister sur quoi? Ça se trouve dans le texte. Ça ne se trouve pas ce que votre professeur vous a dit en classe. Non, ce qu'il vous a dit en classe, c'est valable pour ce poème-là. Afrique, mon Afrique, Afrique des filles guéries dans les salons ancestrales, Afrique que chante anaphore qui montre l'amour que le poète a pour son compagnon. Ça, c'est voilà. Parce que là, on dit des pierres guéries, etc. Si on ne met pas l'Afrique, on ne met pas l'Afrique, c'est vocabulaire, je mets amélioratif. Donc, tenir compte de tous ces éléments-là, en gros, hein, on trouve 5 familles de figures de style, les figures de rapprochement, les figures de déposition, les figures d'exagération, d'atténuation et les figures de substitution. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire le pourquoi. Relever, si on dit par exemple personnification, ce que dit la personnification dépend du verbe ou de la phrase, de l'énoncé, on va dire, parce que ça peut être d'un roman. Ce n'est pas j'ai une personnification, il faut que je dise oui, parce qu'on a rapproché Moussa, on a rapproché les arbres d'une femme. On dit les arbres, c'était les glandes de chevelure, etc. C'est un fait qui fait la description, qui montre la photo, d'une personnification. Comparaison, une comparaison, pour l'analyser, il ne faut pas dire on a une comparaison parce qu'il y a un comparant, un livre de comparaison. Non. Alors, Abdou, vous m'entendez? Oui. Si oui, vous pouvez rapprocher votre micro, parce que le son est un peu... Si vous pouvez rapprocher votre micro. Ah, là. Pour le son, oui. Là, ou bien je vais brancher le micro pour voir si ça va. Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou bien? Là, c'est bon ou bien? Mieux, voilà, c'est bien, c'est très bien même. C'est bien, c'est très bien même. Ah, d'accord, donc je vais l'utiliser. Bien, donc je disais qu'il faudrait être très attentif par rapport... N'oubliez pas, pour Moucheba, pour me rappeler l'heure, à 45, vous me dites. Comme ça, voilà. Bien, donc on continue avec les éléments, la syntaxe, par exemple. Donc, je disais, donc, on est avec la syntaxe maintenant. La syntaxe, souvent, c'est l'ordre des mots dans la phrase, par exemple. L'ordre des mots dans la phrase. Ouais, on peut vous dire, quelle remarque syntaxique peut-on faire dans la première phrase? Ça dépend. Maintenant, c'est l'ordre des phrases, l'ordre des mots dans la phrase. Ça peut être une phrase nominale, parce que voilà, il n'y a pas de verbe. Entrée interdite, point. Là, c'est une phrase, parce que là, on comprend l'énoncé, mais c'est pas, il n'y a pas de verbe. Donc, aussi, l'ordre des mots peut signifier quelque chose. Je donne cet exemple-là. Un grand homme, c'est différent d'un homme grand. Donc, si l'écrivain change l'ordre de la phrase, on peut vous dire qu'il remarque syntaxique. Donc, retenez que remarque syntaxique
avec l'ordre le champ de la violence et repérer les. On n'a pas dit relever le lexical puis recopier. On a le champ lexical de la violence. Les mots qui le justifient sont atrocement, blessure, souffrir, des verbes, des adverbes, etc. Le mot peut avoir plusieurs sens. Si vous voulez, si je dis souris, vous pouvez percevoir ce rongeur-là, la souris. Mais un informaticien va entendre autre chose. Donc, dans un même poème, un mot peut avoir plusieurs champs, plusieurs sens, plusieurs champs sémantiques. C'est ça qu'on appelle le champ sémantique. Les niveaux de langue. Niveau familier, courant et soutenu. Comment on peut vous interpeller? On peut vous dire, par exemple, de renforcer un coxeur qui parle à la gare routière. On vous dit montrer tout ce qui est, etc. Ça peut être un champ lexical. Ça peut être aussi le risque de langue parce qu'un coxeur ne va pas parler comme un académicien, même s'il parle la même langue. Donc, voyez, si je dis faites gaffe, vous allez vous casser la figure. Ça, c'est un peu familier. Parce que je parle à des gens que je connais, voilà, avec qui j'ai fait plein de choses. Maintenant, attention, ça glisse, vous allez tomber. Mais pour parler à un niveau supérieur, on va dire, ben, prenez garde, le sol est glissant. Vous risquez de chuter. Là, vous voyez que les niveaux de langue peuvent être, on peut vous demander d'interpréter. Donc, un ouvrier qui parle, ce n'est pas la même chose avec un bourgeois. Donc, l'ouvrier qui parle, il peut utiliser un langage bestial qui est proche de la bête, c'est parce que voilà, ça montre un peu la déchéance des ouvriers. Bien. Type de phrase, là aussi, il faudrait, on peut vous interpeller par rapport à ça. Les phrases déclaratives, les phrases interrogatives, injonctives et tout cela. Maintenant, voilà, tenir compte aussi de la ponctuation. On peut vous dire, relever tout ce qui permet de montrer la colère du personnage. Ben, la ponctuation peut intervenir. Le type de phrase, qu'est-ce qui montre l'autorité? Ou bien on vous dit, relevez les types de phrases et dites ce qu'elles permettent de montrer. S'il y a beaucoup de phrases à l'impératif, ça peut être l'autorité. C'est un dictateur. Qu'est-ce qui montre que c'est un dictateur? Ça peut être des types de phrases. Donc ces éléments-là, il faut les avoir à l'esprit. Donc le type injonctif, par exemple. La phrase injonctive, c'est un peu ce qu'on appelle la phrase impérative. Donc voilà, phrase impérative, hein, impérative. Donc ça peut avoir, on peut avoir la phrase argumentative, etc., etc. Bien. Donc le type de texte aussi, ça revient très très souvent. Surtout lorsque c'est un texte tiré d'une œuvre romanesque. Ça peut être aussi ça tiré d'un conte, etc. Quel type de texte avons-nous? Il faut des indices. On vous dit quel type de texte, on peut vous dire justifié. Les indices, c'est quoi? Ça peut être, si c'est un texte narratif, j'ai plus ou moins pris un raccourci pour dire texte narratif, c'est comme une vidéo. Le texte descriptif, c'est comme une photo. Ouais, la photo, elle est plus ou moins statique. Donc, on dit, derrière le village, on voyait des rizières, voilà, les baobabs étaient à gauche, etc. Ça, on peut prendre ça en photo. Ce sera difficile de prendre en photo. On dit tout à coup, un homme sorti de la case, prit un coupe-coupe et sauta le mur et poursuivit le voleur. Là, vous voyez, ce sera difficile d'avoir ça sur une photo. C'est pour cela que le texte narratif, souvent, il y a des actions. Il y a des actions. Les verbes sont des verbes d'action. Alors que le texte descriptif, souvent, c'est des verbes d'état. Et ce qui montre la description, ça peut être le temps. Souvent, l'imparfait, c'est le temps de la description par excellence. Alors que le passé simple, c'est le temps de la narration. Il y a aussi d'autres indices. Dans le texte descriptif, il y a l'intervention des sens. L'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. La vue. Donc souvent, on dit les rizières à perte de vue s'étendaient, voilà, en insistant sur la couleur, l'odeur suave des goyaves, etc. Donc on fait intervenir les sens. Je ne vais pas trop parler des textes argumentatifs, injonctifs et explicatifs, mais dites-vous que très souvent, on peut vous demander quel type de texte est de justifier. On a un texte
descriptif. Pourquoi? Parce qu'on fait la description de la grande royale. On parle même de portrait, en insistant sur l'aspect physique et l'aspect moral. On a un texte narratif parce qu'on nous fait le récit de la victoire de tel lutteur qui est parvenu à. Il y a des éléments qui montrent que c'est un texte narratif avec le temps comme le passé simple. Bien, focalisation, ça aussi vous l'avez vu en classe, on vous interpelle souvent par rapport à la focalisation, en vous disant, relevez le type de focalisation et justifiez. Donc, il y a 3 types de focalisation. Interne, externe et focalisation zéro. On l'appelle même le regard de Dieu. C'est le point de vue omniscient. Donc, dans le texte, forcément, il y a des indices. Je donne un exemple. Si on dit un homme sorti de sa maison, il avait l'air soucieux, se prit la tête entre les mains, et tout à coup rentra. Là, vous voyez, c'est une focalisation externe. Là, c'est moi, ce que je vois, c'est ce qui est visible. Donc, je ne sais pas pourquoi il semble triste. À la différence de la focalisation zéro, là, j'aurais dit un homme sorti. Il était en train de penser à la manière de gagner de l'argent. Il se disait s'il devait voler pour pouvoir donner la dépense quotidienne ou s'il devait rester le croyant pieux qu'il était. Donc là, vous pouvez regarder une personne et savoir ce qui se passe. Mais dans la manière de raconter, l'écrivain peut prendre la responsabilité ou le choix de dire, moi, je vais entrer dans la tête de ce personnage-là, je vais dire ses pensées, les mots, etc. Il se leva et il ignorait qu'il avait rendez-vous avec la mort parce que, voilà, donc on saura que le personnage va subir un accident. Vous voyez là, il y a même des anticipations. Là, c'est ce qu'on appelle la focalisation zéro. Et la focalisation interne, c'est lorsque le narrateur, le personnage est en même temps narrateur. C'est comme si nous regardons à travers les yeux du personnage. Donc, comme l'étranger d'Albert Camus. Ouais, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est ce que Meursault entend, c'est ce qu'il voit. Donc, maintenant, dans un texte, il peut y avoir une sorte de ping-pong. Hein. Parfois, on mélange les types de focalisation. Comme aussi, on peut mélanger les types de textes. Dans un texte, on peut avoir de la description et de la narration. Maintenant, lorsque vous devez relever ce qui est beaucoup plus visible. Ce n'est pas parce que lors d'une séance de lutte, on en parlait seulement du pagne que portaient ces lutteurs, ces pagnes de couleur indigo qui venaient de Bassoul, que vous allez dire que c'est un texte descriptif. Parce que si on vous dit de justifier, vous n'allez pas dire on fait la description du pagne du Ngembu de Yekini, point. Ah ben, c'est trop simple. Alors que dans tout le texte, on nous dit de ces lutteurs-là qui entraient, qui fonçaient, qui allaient d'aller en aller, etc., qui haranguaient la foule, qui lançaient des gris-gris au niveau contre les adversaires et tout ça, tu ne vois rien et tu vois seulement cette petite partie de description. Donc, il faut prendre ce qui est beaucoup plus visible. Le temps des verbes aussi. Le temps des verbes, ça recoupe un peu les types de textes. Parce que, ouais, on peut vous dire, à partir du temps des verbes, donner le type de texte. Donc, vous voyez que il y a plus souvent passé simple, texte narratif. Alors que si l'imparfait prédomine, ça peut être un texte descriptif, ainsi de suite. Donc, un texte injonctif aussi va utiliser l'impératif, comme dans les hymnes nationaux. Pincez tous vos koras, etc. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons. Donc, vous voyez, c'est un texte injonctif, par exemple. Donc, il faut essayer de tenir compte de ces éléments-là. Et je vous fais un clin d'œil pour réviser la conjugaison. Il peut y avoir des questions de conjugaison. À quel temps est la première phrase? Il faut déjà identifier la première phrase. Mettez cette phrase à un temps composé. Le temps, c'était quoi? C'est le passé simple. C'est par exemple, c'était l'imparfait. Un temps composé correspondant, ça peut être plus que parfait. Le futur antérieur, ça, il faudrait maîtriser. Donc, il est facile de savoir qu'on construit les temps composés à partir des temps simples.
et surtout la compréhension du texte. Elle est fondamentale. Dans tout ce que je viens de dire, du début à la fin, elle est fondamentale. Là, je le répète, c'est pour vous dire l'importance qu'il a pour pouvoir décoder souvent les éléments du texte. Parce que tout est interprétation, tout est compréhension. Il faudrait vraiment lire le texte, le comprendre. Donc, les valeurs des temps. Par exemple, si dans un texte, on a, ça peut être le futur, ça peut montrer un peu des prières, ça peut aussi être autre chose. Hein. L'impératif n'est pas forcément un temps pour donner des ordres. Seigneur, je ne veux plus aller à l'école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. C'est le contexte qui me montre que, ah non, non, ça, ce ne sont pas des ordres. Ben, parce que le petit nègre ne donne pas des ordres à Dieu. C'est des prières. Il supplie même. Faites, je vous en prie que. Vous voyez, les temps dépendent du contexte, dépendent du texte. Il n'y a pas un temps pour dire ça ne peut signifier que ça. Le conditionnel peut être un conditionnel utilisé par prudence, comme peut être par respect, par politesse. Donc, ces éléments-là, il faudrait. Maintenant, les tonalités. Pour vous dire quelle est la tonalité du texte. Pour résumer, la tonalité, ça dépend de ce que ressent le lecteur. Tonalité lyrique, ça dépend aussi du contenu. Lyrique, c'est un peu, on met en avant les sentiments. Tragique, ben, il y a la présence de la mort, comme dans la tragédie. Donc, voilà, si on fait un texte où l'on parle d'un talibé qui est écrasé par une voiture, donc là, c'est tragique. Pathétique, c'est proche de la tragédie, mais ça inspire beaucoup plus la pitié, alors que la tragédie, souvent, c'est la peur, etc. Comique et ironique sont un peu semblables, même s'il y a des nuances. Comique, c'est le rire. Ironique, donc, on peut prendre un air sérieux tout en étant ironique. Lorsque Césaire dit merci de nous avoir donné votre civilisation. Si civilisation, c'est faire à repasser ces boutons de colle, donc merci pour votre civilisation. C'est de l'ironie. En réalité, il se moque. C'est comme si je vous dis, ben, vous êtes véritablement un mathématicien avec votre 1. Là, vous voyez, c'est de l'ironie. Ben, ça peut faire rire, ça peut être comique. Donc, épique, si on prend par exemple un texte qui vante les bravoures, surtout dans le prophète, par exemple, de Sundiata, c'est un texte épique. Donc, si on a envie voilà, de passer à l'action. Il vous reste 2 minutes au maximum. OK. 2 minutes. Donc, vous êtes proche. Il me reste combien? Après 2 minutes. 2 minutes. OK. Ouais. Voilà, je vais aller. Accélérer un peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense les types de textes, les élèves maîtrisent ça. Les tonalités, pardon, les tonalités ironiques, satiriques, polémiques. Sinon, vous pouvez interroger voilà. Le vocabulaire aussi. On vous dit donner synonyme de. Et lorsqu'on donne un synonyme, on reste dans la classe grammaticale. Donner un synonyme de combat. Vous dites lutte, mais vous ne dites pas lutter. Non. Lutte, conflit, confrontation. Les homonymes, il y a des homonymes, il y a des homophones. C'est pratiquement la même chose. Homonyme, par exemple, mère et mère. Si je dis glace, c'est le contexte qui permet de dire que c'est une glace parce que j'ai très chaud. Mais aussi, on peut se mirer dans une glace, miroir. Ainsi de suite. Donc, parmi des mots, tout cela, je pense que vous connaissez. Mais surtout, restez dans la classe grammaticale lorsqu'il s'agit de synonymes et lorsqu'il s'agit d'antonymes. Les mots de la famille, même famille, c'est des mots même radicaux. Tu peux donner des adverbes, des verbes, des adjectifs, ainsi de suite. Mais synonymes et antonymes, on reste dans la classe grammaticale. Avancer, contraire, reculer, etc. Donc, le vocabulaire aussi. On peut vous dire quel type de vocabulaire est utilisé. Est-ce que c'est amélioratif ou péjoratif? Ou bien, on vous dit, quel type de description a-t-on? Est-ce que c'est amélioratif ou péjoratif? Donc, description est péjorative lorsque, voilà, on sous-estime, on surévalue, voilà, on ne donne pas de qualité. Alors que si c'est amélioratif, on donne des qualités. Bon, si je dis cogiter, il est en train de cogiter, on suppose que voilà, c'est un grand intellectuel, il pense. Mais si je dis on l'a trouvé en train de rêvasser, voilà, c'est des sphères inférieures, donc il ne vole pas haut. Donc voilà, décomposition des mots, on peut demander aussi de décomposer, c'est-à-dire préfixe, suffixe, radical, tout cela, vous connaissez. Et je termine avec, je pense, la grammaire. Et là,
ce sera un link avec ce que madame va dire pour vous dire que ça va revenir. Nature et fonction. Rapidement, vous voyez que ici, j'ai fait exprès et je suis en train de, je pense, marcher sur la langue de madame Sibi parce qu'elle va revenir sur ça, je pense. Moussa regarde les enfants. Ce qu'il faut, dès que vous analysez, regardez le verbe. Le verbe, il faut toujours le regarder. Maintenant, ça peut dépendre du verbe, ça peut ne pas dépendre du verbe. Si c'est un élément qui dépend du verbe, d'accord, maintenant je cherche ailleurs. Mais très souvent, ce qu'on vous demande dépend du verbe. Ici, Moussa regarde les enfants. Je pose la question après le verbe regarder, c'est un COD. Moussa donne des conseils, COD, conseils. Maintenant, aux enfants, on peut parler, souvent on parle de complément d'objet indirect. On peut parler de complément d'objet second. Pourquoi? Parce qu'il y a un COD. Mais ici, je vais parler de complément d'attribution. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe donner. Attention, n'abrégez pas. Si tu me mets CA, je ne sais pas si c'est complément d'attribution ou si c'est complément d'agent. COD, peut-être tout le monde comprend, mais CA, je ne sais pas. Ne mettez pas CA, mettez complément d'attribution ou complément d'agent. Il est attentif aux réactions des enfants. Ouais. Beaucoup auraient dit, il est attentif aux réactions de qui? Des enfants COI. Non, ce n'est pas un COI. Parce que les enfants ne complètent pas le verbe. Mais complètent le mot réaction, complément du nom. Il est fier de ses enfants, complément de l'adjectif, ça complète l'adjectif. Il est fier, on peut s'arrêter là. Mais si on dit de ses enfants, non, et en fait, il les écoute, il leur parle, ces mots-là remplaçant enfant deviennent des pronoms personnels. Et on dit, il écoute qui? Les enfants, pronoms personnels, COD. Il parle à qui? Aux enfants, pronoms personnels, COD. Donc, soyez attentif aussi à la forme du verbe. Le verbe est à la voix passive. Ne me parlez jamais de COD. Voix passive. Le chat a été écrasé par la moto. Ce n'est pas le chat qui fait l'action. Donc, moto, c'est complément d'agent. Le chat a été écrasé par la moto. Complément d'agent. Donc, sur ce, je vous dis bonne chance et voilà. Merci, M. Mané. Adieu. Voilà, bien. Je crois que maintenant on peut enchaîner avec Madame Sibi, si elle est prête pour sa présentation. Voilà, allez. Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe. Aujourd'hui, on va faire des choses encore de façon plus pointue. C'est la technologie qui nous pose un petit problème, mais on va essayer de faire avec. Donc, sans plus tarder, le doyen m'avait proposé de traiter des exercices parce qu'en ce moment-là, je pense que c'est ce dont les candidats ont le plus besoin. Donc, on reste conforme à nos objectifs d'innovation et de pragmatisme dans la transmission. Donc, je vais partager mon écran. Qu'est-ce que je vois? Partager, oui. J'ai partagé mon écran. Il y a un texte qui est proposé. On a 4 épreuves du baccalauréat pour le second groupe. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout traiter vu le temps qui nous est imparti. J'ai choisi une épreuve de la série S1, S2 et qui date de 2017. Donc voilà, nous allons, si vous recevez mon écran, nous allons directement passer à la correction de ces épreuves. On reçoit, c'est bon. C'est bon? On reçoit, oui, c'est bon. On reçoit. Vous recevez mon écran? On reçoit, oui, c'est bon. C'est bien affiché même. C'est bien affiché. Qu'est-ce que vous lisez? Oui. Français, épreuve particulière aux séries. Bon, vous l'avez tapé. Voilà, c'est bien. Donc, vous lisez. C'est bon. Ok. C'est bon. Donc, ouais, on a un bon affichage même. Très bien. Et le son aussi, il est audible. Le son aussi, c'est excellent. Merci beaucoup.
Je lis rapidement le texte. Alassane arrivait. Alassane avait parlé de mariage et pour chacun, la famille de son oncle ne pouvait qu'être celle où il élirait son épouse. Chaque mère avait supputé les chances que l'une de ses progénitures avait de trouver grâce aux yeux de ce cousin d'Espagne. Les klaxons du taxi cherchant à disperser la marmaille du village avaient alerté la maison du patriarche. Quelque temps après Guévé, la prière de la soirée, les jeunes garçons avaient rigoureusement enlevé valises et autres paquets, tandis que s'extirpaient de l'automobile les passagers, dont le visage était saupoudré de poussière. Alassane était apparu le premier. Alassane était apparu le premier, mûri, la peau légèrement plus claire, avec un début de calvitie. Il avait aussitôt approché l'autre portière pour prêter main à quelqu'un qui, visiblement, semblait plus engourdi des jambes. Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux qui clignotaient dans la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes qui peinaient à toucher le sol. Puis il avait poussé la petite voiture sur le gravillon rouge de la concession, empruntant la haie formée par la famille pour aller vers le patriarche debout devant sa chambre. « Père, je vous salue, Diaw, et je salue toutes mes tantes et mes cousins et cousins. Père, je vous présente mon épouse Yasmina. » Le patriarche tressaillit, prit appui sur la porte, puis s'écroula. Donc, nous avons ici un extrait de nouvelle, La fileuse d'amour, dont l'auteur est Madame André Marie-Diagne Bonannay. Voilà, donc c'est extrait aux pages qui sont indiquées, 67-68. Pour ceux qui ont eu la chance de lire ce recueil de nouvelles, il y a un avantage. Madame André Marie-Diagne, elle était l'hygiène de français et toujours à l'école normale comme formatrice. Donc, c'est peut-être un auteur que les élèves, les candidats ont la chance de pouvoir connaître, peut-être même rencontrer. Donc, La fileuse d'amour, c'est son premier recueil de nouvelles. Mais ici, pour celui qui n'a pas lu, vous allez tout simplement vous contenter des précisions. Comme l'a dit tout à l'heure M. Manet, vous avez des précisions dans le péritexte, c'est-à-dire des informations qui entourent le texte. Malheureusement, ici, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne va pas s'attarder, on va rapidement voir. Qu'est-ce qu'il y a autour? C'est la référence de l'extrait. Il n'y a pas de précision de genre, donc le péritexte est très pauvre. On regarde la disposition du texte, c'est un texte qui est écrit en prose. Donc là, ce sont des indices qui nous orientent sur la compréhension. Nous allons lire les questions rapidement. Donnez le synonyme des mots suivants. Abordable, c'est de la grammaire. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. C'est de la grammaire encore. Je salue toutes mes tantes et cousines et cousins. Mettez cette phrase au discours indirect en commençant par Alassane déclara. Faites l'analyse logique de la phrase suivante. Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux qui clignotaient dans la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes qui peinaient à toucher le sol. Donc, c'est toujours de la grammaire. Interprétez la dernière phrase du texte. Exercice littéraire de commentaire. Quel type de texte avons-nous? Quels sont les indices qui le montrent? Proposez un titre pour ce texte. Donc, pour parcourir rapidement les questions, nous
avons assez de matière pour la grammaire. Ce qui veut dire que pour le second tour, quelqu'un qui a un bon niveau en grammaire a beaucoup de chances d'avoir le maximum de points. Donc ici, rapidement, pour marmaille, un synonyme, c'est enfant. S'extirper, un verbe à la forme pronominale, s'extirper, sortir. On peut avoir beaucoup plus de propositions, mais là, on est obligé d'aller vite. Supputer, ça peut avoir comme synonyme soulever et par rapport au contexte même espérer. Voilà, il y en avait 3. Donner la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. On va retourner au texte rapidement. Je n'ai pas pu avoir un support pour mettre les réponses, donc vous allez devoir prendre note au fur et à mesure. Heureusement que ce sera une vidéo à disposition du numérique. Donc, vous pourrez dérouler autant que nécessaire pour pouvoir avoir les réponses. Donc, tandis que s'extirper de l'automobile, les passagers. Donc, ça, c'est le premier mot souligné du texte. On doit analyser les passagers, on doit analyser engourdi. On a 2 mots. La consigne demande de faire l'analyse la nature, de donner simplement, voilà, la nature et la fonction. Parce que, je reviens à la consigne, il y a une petite nuance quand on vous demande de faire l'analyse grammaticale et quand on vous demande précisément la nature et la fonction. Donc, certains sont habitués, même quand on leur dit de faire nature et fonction pour les mots soulignés, ils sont tellement habitués à faire l'analyse grammaticale qui consiste à dire donner la nature, le genre, le nombre et la fonction. Donc là, on vous pousse à aller directement à l'essentiel. Les passagers, c'est un groupe nominal. Quelle est sa fonction? On revoit la structure de la phrase comme l'avait proposé tout à l'heure le doyen Manet pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Les jeunes garçons avaient rigoureusement enlevé valises et autres paquets, tandis que s'extirpaient de l'automobile les passagers dont le visage était saupoudré de poussière. Donc ici, les passagers, c'est pour préciser quoi? Tandis que s'extirper de l'automobile les passagers. Qu'est-ce qu'on a? Une phrase complexe. Les jeunes garçons avaient rigoureusement enlevé valises et autres paquets. On peut considérer que ici, on a la proposition principale. Tandis que s'extirper de l'automobile les passagers, c'est une proposition subordonnée temporelle, introduite ici par le connecteur tandis que. Donc, ici, on a une action, disons, simultanée. Les garçons enlever les paquets et au même moment, on voit aussi les passagers qui s'extirpaient. Donc ici, quelle est la fonction qu'on va attribuer? Dans la proposition subordonnée, les passagers sont le groupe nominal, disons, les passagers et le sujet du verbe s'extirper. Mais c'est un sujet qui est détaché, c'est un sujet qui est éloigné du verbe. Voilà. On passe sur le reste de la phrase parce qu'on respecte la consigne et il y a beaucoup de choses à dire. Le deuxième mot qui est souligné, c'est engourdi. On lit la phrase où il y a le mot engourdi. Alassane était apparu le premier, mûri, la peau légèrement plus claire avec un début de calvitie. Ce n'est pas la bonne phrase. Hein? Voilà. La phrase, elle est plus courte que ce que j'ai lu. Donc, ça commence ici. Il avait aussitôt approché l'autre portière pour prêter main à quelqu'un qui, visiblement, semblait plus engourdi
des jambes. Ici, le mot qui est souligné à analyser, c'est engourdi. Mais comme on a fait tout à l'heure, pour ne pas nous perdre par rapport à la fonction, on va considérer toute la phrase. Donc, nous avons une phrase complexe. Pour la nature, pour évacuer ici, engourdi, c'est un adjectif qualificatif. Donc, on va devoir chercher une fonction pour l'adjectif qualificatif. Si on considère la phrase, quel est l'emplacement de l'adjectif dans la phrase complexe que nous avons identifiée? Il avait aussitôt approché l'autre portière pour prêter main à quelqu'un qui, visiblement, semblait plus engourdé des jambes. On m'a interpellé. Je peux continuer, Monsieur Diallo? Aucune réaction. Je continue alors. Donc ici, engourdi, c'est un adjectif qualificatif. Je peux continuer. Allez-y, Voilà. allez-y. C'était un micro d'un participatif. D'accord. Donc, engourdi, on a dit, c'est un adjectif qualificatif, c'est sa nature. Donc, pour ceux qui sont en train de prendre note. Quelle est la fonction que nous allons donner à cet adjectif? Toujours, on regarde la structure de la phrase et on voit ici qu'il y a un verbe d'état qui précède. Pour prêter main à quelqu'un qui visiblement semblait plus engourdi. À quoi est-ce que cet adjectif est rattaché? On a dit engourdi des jambes. Quelqu'un qui visiblement semblait plus engourdi des jambes. Engourdi ici va avec quel groupe dans la phrase? Dans le groupe verbal, on ne va pas directement rattacher l'adjectif parce que l'adjectif qualificatif qualifie un nom. Ici, le nom le plus proche, c'est donc des jambes. Quelqu'un qui est engourdi des jambes. Ici, il peut y avoir quelques difficultés pour les élèves à identifier la fonction. Relisons encore la phrase. Il avait aussitôt approché l'autre portière pour prêter main à quelqu'un qui, visiblement, semblait plus engourdi des jambes. Être engourdi des jambes, c'est une expression, mais on ne nous demande pas d'analyser le groupe. Ici, c'est quelqu'un qui a les jambes engourdies. Si on suit bien, donc, engourdi des jambes va nous permettre de dégager une fonction pour l'adjectif engourdi. Parce que les jambes, c'est au pluriel et c'est au féminin. Ici, on n'a pas d'accord sur engourdi. Donc, on va chercher conformément à l'orthographe. Ici, engourdi s'accorde ici avec l'expression, avec le pronom indéfini, quelqu'un qui semblait. Visiblement fatigué parce que c'est l'image qui se projette. Donc, on va revenir ici sur le verbe d'état et la fonction va être un peu plus complexe à définir. Parce que quelqu'un qui semble engourdi, on va dire que engourdi, c'est un attribut du sujet. Quelqu'un, n'est-ce pas? Mais ici, engourdi qualifie précisément les jambes de ce quelqu'un-là. Donc, on va revenir sur l'expression engourdi des jambes. On va considérer que engourdi, ce sera un attribut, n'est-ce pas, du sujet, mais par rapport à l'expression engourdi des jambes,
ça va être tout simplement un qualificatif qui ne va pas déterminer toute la personne, mais une partie de la personne, c'est-à-dire les jambes. Donc ici, on va dire que c'est un complément d'attribution. Voilà, je pense qu'on a tout analysé. Je vérifie, le texte est scanné. Je ne sais pas si j'ai laissé un mot. Il me semble ici que le Q apostrophe aussi est souligné. Hein? Le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes. Oui, Q apostrophe est souligné. On va l'analyser. Donc, Q apostrophe, c'est un pronom relatif ici qui a été élidé. Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux qui clignotaient dans la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant qu'Alassane avait aussitôt glissé. Si on considère cette partie de la phrase complexe encore, Q apostrophe est mis pour fauteuil. Donc, c'est un pronom relatif ici. Il remplace le fauteuil. Et quel fauteuil? C'est le fauteuil qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes qui peinaient sous le sol. Donc, voilà un peu pour dire que la grammaire sera encore au rendez-vous et il vous faudra réviser surtout les classes de mots et les fonctions qui peuvent être associées. On passe à la troisième question. Je salue toutes mes tantes et mes cousines et cousins. On demande de mettre cette phrase au discours indirect en commençant par Alassane déclara. Maintenant, quand on dit discours indirect, pour certains, il y a une nuance entre discours indirect et style indirect. Mais on va être assez pragmatique. La consigne demande quoi? De faire une réécriture de la phrase. Mais cette fois-ci, on va mettre le début qui est proposé par la consigne. Alassane déclara. Dans la phrase, qu'est-ce qui peut être... qu'est-ce qui remplace, disons, Alassane? Je salue toutes mes tantes et mes cousines et cousins. Quand on a bien lu et compris le texte, on sait que c'est Alassane qui a parlé. Donc ici, il a parlé à la première personne avec le pronom « je », n'est-ce pas? Donc, avec ce pronom-là, on va avoir ici la place de Alassane. Qu'est-ce que Alassane a fait? Il a salué dans le style direct. Qu'est-ce qui le prouve? Il y a les guillemets et il y a ici la première personne avec le pronom « je ». Si on inverse pour mettre Alassane, Alassane c'est un nom. Donc ici, on va le mettre non pas à la première personne dans la transformation, mais on va mettre à la troisième personne du singulier. Parce que on fait taire la voix de Alassane et on fait parler Alassane. Donc on va dire Alassane déclara, puisqu'on a dit le discours indirect, on ne va pas remettre 2 points et les guillemets. Sinon, on serait dans le style direct. Donc, pour être dans le style indirect, on va mettre Alassane déclara que. N'est-ce pas? Donc, Alassane déclara qu'il saluait toutes ses tantes et ses cousines et cousins. Donc, vous remarquerez toute la transformation qui va avec la reformulation de la phrase. Alassane déclara, on met le que pour avoir le discours indirect. Le je sera remplacé par il.
Alassane déclara, avec le temps aussi, on va changer le temps. Déclara, n'est-ce pas, c'est le passé. Ici, dans la consigne, dans l'énoncé, on a « je salue » au présent. Donc, si on met la distanciation, on fait parler Alassane, on met l'action de Alassane au passé. D'où ici la présence du passé simple. Donc, Alassane déclara qu'il saluait. On respecte ici la concordance des temps. Toutes ses tantes. Donc, ce n'est plus Alassane qui parle, mais on fait parler Alassane, donc on met la pronominalisation. Ses tantes, on change le « mais » et ses cousines et cousins. Donc, ici, la possession est remplacée, n'est-ce pas? La première personne passe ici à la troisième personne. Alassane salue qui? Ses tantes et ses cousines. C'est juste la personne qui a changé. Voilà, donc la transformation est faite. On ne mettra plus les guillemets et on va mettre à la fin un point. Analyse logique. Quatrième question. Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux qui clignotaient dans la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes qui peinaient à toucher le sol. Donc, on va repérer les propositions. Pour pouvoir repérer les propositions, qu'est-ce qu'il faut? On repère de façon traditionnelle les verbes dans la phrase. Parce qu'on vous a appris que autant il y a de verbes conjugués, autant on va pouvoir identifier des propositions. Mais avant que le visage ne s'offrit. Donc ici, s'offrir, c'est un verbe conjugué. On le retient. La vingtaine d'yeux qui clignotaient. Clignoter, c'est un verbe. Sur la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué. Avait débarqué, c'est un verbe conjugué avec un temps composé. Qu'Alassane avait aussitôt glissé. Voilà, donc avait glissé, c'est un verbe conjugué. Qui peinait à toucher le sol. Peiner aussi, c'est un verbe conjugué à un mode personnel. Donc, on a identifié ici 4 verbes. On va essayer d'identifier les propositions qui seront rattachées à ces verbes-là. Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux, on s'arrête là. On a une première proposition. Qui clignotait dans la nuit étoilée? On a encore une proposition. Le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant. On a une autre proposition. Qu'Alassane avait aussitôt glissé sous les jambes qui peinaient, sous les jambes. Voilà, une autre proposition. Donc, ce n'est pas 4, ça nous fait 5. Hein? Ça nous fait une autre proposition qui peut toucher le sol. Ça nous fait 5 propositions au lieu de 4. Je rectifie. Donc, si on retrouve les termes, les connecteurs qui établissent une liaison entre les différentes propositions. On a ici la première proposition qui commence par « mais ». Mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux, n'est-ce pas? Ces yeux qui clignotaient dans la nuit étoilée, le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant, Alassane l'avait aussitôt glissé sous les jambes et ses jambes peinaient à toucher le sol. Il y a un phénomène d'enchâssement. Je ne sais pas si vous avez eu à
faciliter l'analyse grammaticale en procédant de la sorte. Donc, vous retrouvez que la proposition principale est insérée à l'intérieur de la phrase complexe. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le conducteur avait débarqué un fauteuil roulant. Ce sera la proposition principale. Kalasan avait aussitôt glissé sous les jambes. Donc ici, on avait analysé que qui était mis pour fauteuil. Donc on a une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. Et ici, on va avoir comme fonction un fauteuil roulant. Kalasan avait aussitôt glissé sous les jambes. La fonction de la proposition, c'est complément de son antécédent fauteuil. Voilà. Et ici, on a un mot composé. On a dit fauteuil roulant. Donc, l'antécédent, ici, fauteuil roulant, a un complément. Donc, ici, on a dégagé une proposition subordonnée relative. Donc, sous les jambes. Et encore une autre précision, un autre enchâssement. Ses jambes peinaient à toucher le sol. Donc, qui pronom relatif, donc qui introduit une proposition subordonnée relative, même fonction, complément du nom jambes. Il nous reste combien de propositions? On a au début, mais avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux. On a ici, avant que, qui introduit une proposition subordonnée temporelle. Avec ici une conjonction, je vais dire un connecteur logique par rapport au texte, parce que n'oublions pas que c'est par rapport à un texte qu'on nous a servi cette phrase. Heureusement d'ailleurs que cette phrase n'est pas isolée, donc, mais ici introduit une relation d'opposition. Mais ça n'empêche pas de voir que la proposition subordonnée est une proposition subordonnée temporelle parce qu'il y a la locution conjonctive avant que qui permet d'introduire une proposition subordonnée temporelle. Avant que le visage ne s'offrit à la vingtaine d'yeux. Et que faisaient ces yeux-là? On nous dit que ces yeux clignotaient dans la nuit étoilée. Donc, une autre proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif que, complément de son antécédent ie. Voilà, donc l'analyse est complète. Vous n'êtes pas obligé, quand on vous donne un exercice, de commencer toujours par le début parce qu'on a dit analyse logique. Et en analyse logique, commencez toujours par relever la proposition principale. Par rapport à cette proposition principale, maintenant, vous ferez le jeu sur les connecteurs qui vous permettront de retrouver les différentes propositions. Et quand vous donnez les propositions aussi, n'oubliez jamais de relever la fonction de ces propositions. Cinquième question, interprétez la dernière phrase du texte. Le patriarche tressaillit, prit appui sur la porte, puis s'écroula. Donc, de façon littérale, il y a, comme le disait tout à l'heure, si vous avez bien compris la lecture du texte, un effet d'ironie. Même plus que l'ironie, certains pourraient parler d'exagération. Le patriarche tressaillit, puis appuie sur la porte, puis s'écroula. C'est-à-dire qu'il y a une surprise. Déjà, à la disposition du texte, on avait dit tout à l'heure que le texte était écrit en prose, mais regardez bien, quand Alassane a parlé, la disposition du texte a été changée. Et là, on est dans le discours indirect. Parce que
remarqué, ça aurait été au style direct, vous aurez remarqué Alassane, 2 points, et on met les propos de Alassane rapportés ici dans la citation. Mais puisqu'on est en littérature, voilà ce qu'on appelle le style, le discours indirect. Et ça permet de relever un niveau de langue qui permet à l'auteur de faire sentir mieux les effets qu'il veut transmettre à son lecteur. Le patriarche tressaillit, prit appui sur la porte, puis s'écroula. Il y a ici un effet de surprise. Alassane était attendu dans son village. Regardez un peu le début du texte. Alassane arrivait, voilà. Chaque mère avait supputé des chances, voilà. Les klaxons du taxi cherchaient à disperser la marmaille du village. Donc ici, on a tout un vocabulaire qui nous renvoie à un contexte où la tradition a de la valeur. Donc, on comprend, sans pour autant avoir lu l'intégralité de la nouvelle, que Alassane, c'est un émigré qui revient chez lui. Et le retour de cet enfant du village avait suscité beaucoup d'espoir au niveau de la population parce que ici, Alassane voulait se marier. Alassane avait parlé de mariage. Juste pour nous limiter à la compréhension du texte et ne pas déborder sur la nouvelle, pour quelqu'un qui n'a pas lu, on ne va pas se casser la tête. Donc, Alassane revient dans son village natal et tout le monde l'attend. Mais puisque là aussi, il n'avait pas précisé son mariage, ici, je suppose, le patriarche qu'on a souligné, c'est l'autorité. On suppose que c'est le père ou bien, comme on le dit ici dans le texte, c'est l'oncle de Alassane qui représente l'autorité et du village et pour Alassane. Donc, si Alassane doit se marier, normalement, c'est le patriarche qui doit se charger et du choix et de la célébration du mariage, etc. Vous connaissez un peu la routine par rapport à nos traditions. Mais qu'est-ce qui se passe? Alassane se présente et il présente aussi son épouse. Donc, ici, le patriarche, il est surpris à l'extrême. C'est ce qui explique qu'il s'évanouit. Donc, ici, en termes de commentaires, l'effet de surprise est tellement désagréable que Alassane ne peut plus s'empêcher de surprendre le patriarche. Donc, voilà, à chacun de construire maintenant son petit commentaire en fonction de son bagage littéraire. Donc, l'effet de surprise, l'exagération, l'hyperbole, voilà, l'ironie, parce que ce sera la désillusion pour tout le monde. Si c'est le... Oui. Madame? Oui. Voilà, vous êtes à 20 minutes de la fin de... D'accord, donc on va devoir abréger, hein, parce qu'il faut que les candidats posent leurs questions. Effectivement, donc voilà. Voilà, Si donc je termine avec les 2 questions qui restent sur l'épreuve. Ok. D'accord. Ça marche. Oui, ça marche. Quel type de texte avons-nous? Quels sont les indices qui le montrent? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un texte qui nous a parlé de Alassane, de son mariage, de son arrivée au village. Donc le texte nous raconte l'épisode du retour de Alassane, si on a bien compris. Donc, on va dire que la typologie ici, c'est un texte narratif et comme indice, on va avoir la narration. Déjà, le temps, Alassane arrivait, Alassane avait parlé, etc. Les klaxons, donc la description de la scène d'arrivée, le comportement des gens du village, le discours de Alassane, tout cela participe à la typologie du texte narratif.
Donc, nous avons un texte narratif avec ces indices. On propose un titre au texte. Pourquoi pas, on pourrait dire l'arrivée de Alassane, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la désillusion du patriarche. Donc, pourquoi pas, on pourrait parler de désillusion, une surprise désagréable que Alassane a réservée à son village. Donc, un certain retour de l'enfant prodigue, mais pas n'importe quel retour. Hein. Donc, voilà, il y avait 4 épreuves. Je ne sais pas trop. Le texte en prose, comme on vient de le voir, c'est un texte qui sera riche en grammaire. Et vous l'avez vu, analyse logique, analyse grammaticale. Mais la littérature n'a pas manqué au rendez-vous. Donc, les figures de style, questions d'interprétation, le champ sémantique, tout cela est à intégrer dans l'exercice. Donc, voilà, je pense que vous avez plus de questions. Peut-être que ces questions-là vont pouvoir recouper d'autres épreuves parce que M. Manet a parlé de la versification. Il vous a donné les outils d'analyse du texte. Donc là, vraiment, je pense que vous pouvez être à l'aise. Si vous avez correctement suivi les cours auprès de vos professeurs, le texte en vers ne devrait pas vous poser de problème. Donc voilà, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, si vous m'entendez. Oui. Voilà, je donne la parole Ok. aux candidats pour qu'ils puissent poser leurs questions. Ok, d'accord, merci madame. Alors, Merci bon, à vous. j'ai regardé sur Facebook et voilà. Sur Facebook, mais il n'y a pas de questions, hein, même au niveau Il n'y a aussi pas de questions. Il n'y a pas de questions, ouais. Bon, maintenant, si les élèves ont envie de poser des questions, sur le ou chat bien aussi, que il y a sur le chat aussi, il n'y a rien.